8h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Une grande marche contre l'antisémitisme sera organisée dimanche à Paris à l'appel donc de Gérard Larcher, Yael Braun-Pivet. Raphaël Mora, vous êtes le chargé d'affaires d'Israël en France. C'est important que les forces républicaines appellent à cette grande marche et invitent tous les Français à y participer. Je pense bien, oui. Je pense que c'est l'expression des valeurs républicaines de s'opposer à ces actes. Ça représente justement le contraire de toutes ces valeurs. Et je pense que la plupart des Français ont ce ressentiment. Et donc, il est important de l'exprimer dans l'espace public, ne pas laisser l'espace public que pour ceux qui sont contre ces propos. Absolument. Et montrer, Jean-Sébastien Ferjou, que voilà, ça concerne absolument tout le monde. Pas une seule confession, ça concerne absolument tout le monde. Mais bien sûr, pas une seule confession et pas un seul camp politique. Et je pense que c'est la grande faute de Jean-Luc Mélenchon d'avoir en quelque sorte territorialisé avec une espèce d'assignation identitaire, comme si X ou X appartenance politique ou X origine devait déterminer l'attitude que vous avez face à l'antisémitisme. Et je pense que ça, c'est une faute politique, morale même, majeure. Après, je pense qu'il est très important, effectivement, que cette manifestation ait lieu, et aussi très important que les gens n'aient pas peur, parce qu'on voit s'installer une forme de peur aussi. De peur, et ça a toujours fait peur de quoi ? Peur, par exemple, de terroristes ou peur de la violence. Regardez, il y a un Américain qui manifestait, qui a été tué par des manifestants pro-palestiniens. Aux États-Unis. Le New York Times a titré « Tué dans une altercation ». Non, il a été fracassé par les autres. Il me semble que qualifier un meurtre, c'est pas très, très compliqué quand on est journaliste. Mais ça a toujours été une stratégie des fascistes de monter le coût social de la prise de parole publique. Parce qu'il y a des majorités silencieuses. Rachel Kahn le disait, Sabrina Medjeber en est aussi la preuve vivante. Bien sûr qu'il y a des tas de gens, quelles que soient leurs origines ou leurs opinions politiques dans ce pays, qui sont épouvantés par ce qui s'est passé le 7 octobre. Simplement, on essaye de les faire taire et d'empêcher l'expression de cette parole-là en faisant monter le coût social, soit parce qu'on vous dit c'est parce que vous êtes islamophobe, ou parce que vous êtes raciste, ou parce que vous êtes d'extrême droite, ou parce que vous êtes ci, ou parce que vous êtes ça. Non, il faut réussir à parler, parce que dans les années 30, il n'y a jamais eu de majorité véritablement fasciste, ni en Italie, ni en Allemagne. En revanche, il y a eu des gens qui se sont tus parce qu'il était de plus en plus difficile de parler. Donc ne nous laissons pas entraîner sur cette pente-là. Sabrina Medjeber, vous comprenez que certains Français aient peut-être peur d'aller à cette manifestation alors qu'elle est absolument nécessaire. Cette manifestation est primordiale pour montrer justement notre vitalité collective à se battre contre la barbarie islamiste d'où qu'elle vienne et qu'elle touche. Maintenant, effectivement, le peuple juif, où qu'il soit dans ce monde, mérite au moins un geste citoyen et un geste politique à l'unité, et pour combattre et dire et clamer que nous les soutenons, parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, c'est notre humanité qui a été heurtée de plein fouet. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est absolument crucial que nous levions, que nous marchions, que nous soyons main dans la main pour dénoncer et soutenir tous les Français ici de confession juive qui ont peur de prendre un taxi, qui ont peur de se faire livrer à manger, qui ont peur d'aller au travail, qui ont peur d'emmener leurs enfants. Moi, vous savez, Laurence, les messages, je les reçois par dizaines de personnes qui me disent « Merci pour ce que vous dites, mais vous savez, aujourd'hui, on est tellement désemparés, on est tellement apeurés que nous songeons à quitter la France. » Il y a un article du Figaro même qui précise que Lévi Pinson, le rabbin de Corse, reçoit d'innombrables messages et mails parce que justement les Français ne se sentent plus en sécurité en métropole. Ils veulent fuir justement la métropole. Il n'y a aucun acte d'antisémitisme. Exactement, et on a vu toute la... Si vous voulez, tout ce que ça a suscité lors des émeutes et la façon dont les Corses se sont emparés de cette question. Maintenant, la question de la manifestation, elle est aussi malheureusement sous l'épée de Damoclès, c'est ça, de diatribes, de mouvements violents, d'insultes. C'est évidemment une potentialité à haut risque que d'aller manifester aujourd'hui contre l'antisémitisme lorsqu'on voit l'ivresse de la haine, comme disait le grand écrivain Kamel Daoud, cette rue arabe talibanisée, et je le dis judéophobe, clairement judéophobe. Et quand on connaît leur mode opératoire, quand on entend quelqu'un comme Taha Bouafs dire qu'il faut maintenant s'équiper, il faut se former, il faut se protéger physiquement,
parce que visiblement il y aurait des actes anti-musulmans en France, alors que ce sont les personnes de confession juive qui doivent cacher leur mezouza, encore une fois, qui ont peur d'envoyer leurs enfants et tout ce que j'ai dit préalablement. Donc oui, il faut se mobiliser, il faut manifester, il faut soutenir nos frères, nos sœurs de confession juive, parce que ce n'est pas normal qu'en République française aujourd'hui, ils aient peur d'être juifs. C'est absolument inadmissible et inqualifiable. Merci pour cette prise de parole très forte. Sabrina Medjeber, Louis de Ragnel, pour évoquer les tags antisémites. Une information européenne concernant le couple de Moldaves qui a été interpellé. Ils avaient bien agi pour un commanditaire étranger, c'est bien cela ? Absolument. Alors c'est la thèse qui est privilégiée actuellement par les enquêteurs. Et donc en fait le mode opératoire, ça aurait été en fait quelque chose qui a été directement commandité depuis la Moldavie avec un monsieur qui s'appelle Anatoly P et qui défend en fait qui est un militant politique et qui défend en fait le rattachement de la Moldavie à la Fédération de Russie. Donc il est clairement très anti-européen et donc c'est cette personne-là qui aurait rémunéré donc les Moldaves pas très cher, puisque c'est pour une cinquantaine d'euros chacun. Il les a rémunérés pour leur demander d'aller taguer donc des étoiles de David. Il y a eu à peu près 200 tags dans les rues de Paris. Et donc voilà, donc la justice suit de très près. Une enquête a été ouverte. Une enquête a été ouverte. Il y a un juge par le procureur de Paris qui va être un juge d'instruction d'ailleurs qui va être désigné. Et donc pour vérifier tout ça, et ce qui est intéressant et ce qu'il faut regarder de près, c'est qu'on voit dans cette situation-là que la Russie et les pouvoirs autoritaires voient qu'on est extrêmement fracturé sur cette question, hélas. Et donc, le fait d'utiliser ce mode opératoire permet de diviser, de créer des débats qui normalement ne devraient pas avoir lieu dans notre pays, mais hélas ont lieu. Et donc, c'est un moyen de déstabiliser notre pays. Raphaël Mora, vous êtes surpris ou pas par cette ingérence étrangère sur ces tags antisémites, si elle est prouvée ? Je dirais que même s'il y a une intransigeance étrangère, quand même, il y a plus de 1000 actes antisémites et incidents qui ont été répertoriés en France. Donc, ce n'est pas que ces actes de ce couple moldave. Donc, gardons les proportions, même si peut-être il y a des intérêts russes qui veulent en profiter de cette situation et élargir encore plus le clivage dans la société française. Donc, c'est possible que les Russes ont des intérêts dans cette affaire. Pour répondre, oui, Jean-Sébastien Ferjou. Il y a ce couple de Moldaves, mais il y a aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une stratégie avérée. La Turquie l'a utilisée, par exemple. La Russie l'a fait dans un certain nombre de circonstances aussi. Et on voit bien qu'on est, j'en parlais tout à l'heure, dans un état émotionnel à vif. Donc oui, ça peut avoir un impact politique. Il ne faut pas le surestimer, mais il ne faut pas non plus l'ignorer, parce qu'il y a ces opérations de déstabilisation pour essayer de fracturer le plus possible les démocraties occidentales. On va aussi s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain en Israël et sur l'offensive terrestre qui est menée actuellement par l'armée israélienne. J'aimerais qu'on écoute le colonel Olivier Rafovitz qui explique comment vont se dérouler les prochains jours. Le choc est tellement important et la violence et la haine ont été tellement présentes qu'il est clair qu'Israël aujourd'hui, dans cette guerre-là, ne va pas s'arrêter comme dans le passé, mais va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la destruction du Hamas comme pouvoir en place et comme structure militaire et comme menace pour Israël. Qu'est-ce qui va se passer après ? C'est important comme question, évidemment. Il est clair que nous ne pouvons pas faire cette opération en laissant le Hamas sur place, même un peu de Hamas. Et il va également falloir éliminer les chefs. Et le chef du Hamas, Yahya Sinwar, qui est l'instigateur de toute cette opération et l'atrocité commise contre Israël. Donc il est possible qu'après cette opération, après cette guerre que nous allons gagner, évidemment, il y ait une phase où nous devions prendre contrôle de la situation au niveau militaire pour ensuite voir de quelle manière les choses vont se développer. Mais il est clair que ce qui s'est passé auparavant ne peut plus être aujourd'hui ce qui va se passer dans le futur. C'est hors de question. Voilà pour les paroles du colonel Rafovitz, porte-parole de Tsahal. Monsieur Morab, ça veut dire une présence israélienne dans le territoire de Gaza à long terme ? Premièrement, jusqu'à ce que toutes les infrastructures du terrorisme à Gaza sont éliminées. Et après, il va falloir trouver une solution pour assurer notre sécurité. Ça ne veut pas dire forcément une longue présence, mais il faudra avoir une solution.
un peu comme on a en Judée-Samarie avec la zone B, qui est une zone mixte de contrôle palestinien et de contrôle israélien. Ce serait ça plus ou moins la formule qu'il faudra évoquer plus tard. Mais il y a pas, je voudrais dire clairement, il n'y a aucune volonté ou aucune intention de rester longtemps et maintenir le contrôle. Absolument. Yohann Usaï, sur cette question, effectivement, très politique, là, pour le coup, cette éventuelle solution politique qui devra être trouvée et au niveau régional et au niveau national israélien. Oui, absolument. Mais je crois que pour l'instant, effectivement, ça n'est pas la priorité des Israéliens qui, pour l'instant, veulent d'abord se protéger et éradiquer le Hamas. Évidemment, quand on parle d'une solution à 2 États ou quand on parle de paix, on parle de faire la paix avec les Palestiniens. On ne parle pas du Hamas. Là, la priorité du gouvernement de Benyamin Netanyahou, c'est d'éradiquer le Hamas. Une fois que ce mouvement terroriste aura disparu, on l'espère, mais en tout cas sera le plus possible réduit à néant, alors à ce moment-là, un nouveau processus de paix pourra être enclenché. Mais tant que le Hamas n'est pas anéanti de manière à ce qu'il ne puisse pas recommencer, parce que les dirigeants l'ont promis, ils l'ont dit publiquement, ils ont dit il y aura un 2e, un 3e, un 4e 7 novembre. Leur but, 7 octobre, leur but, c'est d'éradiquer Israël. Leur but, ils le disent, c'est la Palestine de la mer au Jourdain. C'est extrêmement clair ce qu'ils disent. Donc, tant que le Hamas n'est pas éliminé, on ne peut pas enclencher le second processus, me semble-t-il. Mais est-ce qu'on peut éradiquer une organisation terroriste, Savannah Medjemer, mais une idéologie? Est-ce qu'on peut en venir à bout? Malheureusement, non, puisque le terrorisme, c'est structurel. Vous voyez, ce sont des attaques qui ont des cibles, malheureusement, menées à terme. L'idéologie, non. L'idéologie, elle s'instille dans la pensée, elle se développe à travers des ouvrages. Le Hamas, par exemple, se base sur une charte. Cette charte, à son article 32, comporte le protocole des sages de Sion. On sait ce que c'est que le protocole des sages de Sion, sans refaire son histoire. Vous savez qu'en Égypte, par exemple, en 2012, ça a fait l'objet d'une série télévisée. C'est un des best-sellers dans le monde arabe. Il y a combien de penseurs, d'écrivains, d'intellectuels qui se sont penchés sur cette question et qui le définissent très bien. Je veux dire, vous avez lu le livre de Florence Berger-Blacler sur le frérisme et ses réseaux. Il l'explique très bien. On n'éradique pas une idéologie, malheureusement, puisque cela fait partie d'un bain à la fois culturel et familial. Et puis, face à un État faible, encore une fois, qui ne prend pas les dispositions nécessaires pour lutter contre cette idéologie, et c'est le cas en France, eh bien, les offensives se multiplient jusqu'à ce qu'ils atteignent leur objectif. Alors, il y a l'eschatologie des terroristes, mais il y a aussi la finitude civilisationnelle de cette idéologie qui, justement, tend à faire vaciller nos démocraties libérales, sécularisées, laïques, libres, parce que, justement, l'objectif, l'orthodoxie, un des piliers de l'orthodoxie de cette idéologie, c'est le djihad. Le djihad, c'est ce qu'on voit à travers le Hamas, mais c'est aussi le djihad spirituel, civilisationnel, qui tend, malheureusement, à soumettre ceux qui ne veulent pas et ceux qui s'extirpent de ce carcan. Rachel Kahn, un mot. Et je rajouterai la colonisation des esprits. Et bien sûr. Parce qu'en fait, on attaque souvent Israël avec ce chiffon rouge, colonisation, apartheid. Elle est là, c'est la colonisation des esprits qui fait que cette guerre que nous avons à mener en tant qu'Occidentaux va être très longue et très rude. On fait juste le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1 avec Augustin Donadieu. On continue ce débat juste ensuite. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, appellent à un rassemblement contre l'antisémitisme à Paris dimanche prochain. Une mobilisation en valeur de symbole, alors qu'en France, 887 actes antisémites ont été enregistrés depuis le début du conflit, 2 fois plus que sur toute l'année 2022. La France insoumise ne se rendra pas à la réunion entre les chefs de parti et le président de la République prévue le 17 novembre prochain. Dans un communiqué, LFI refuse l'invitation d'Emmanuel Macron, tout comme Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Le mouvement de gauche radicale parle d'un exercice monarchique et refuse de travailler sur une éventuelle réforme du référendum. Et les jours du supporter parisien poignardé à Milan ne sont plus en danger. En marge du match PSG face à l'AC Milan, des heurts ont éclaté hier entre supporters français et italiens. Il a été blessé gravement par un coup de couteau au niveau de la jambe, selon la police italienne. Cette attaque survient moins de 2 mois après qu'un supporter de Newcastle ait été poignardé dans le même quartier. Merci beaucoup Augustin Donadieu pour le rappel des titres de l'actualité. Raphaël Morave, vous êtes le chargé d'affaires d'Israël en France. On a évoqué les 240 otages qui sont actuellement détenus. Est-ce que la libération de ces otages est compatible avec l'intervention armée qui se déroule en ce moment dans la bande de Gaza ?
Oui, c'est un des deux objectifs de l'intervention dans la bande de Gaza. Et ils sont compatibles l'un avec l'autre. Je crois que maintenant, on a déjà encerclé la ville de Gaza et le quartier général des Hamas. Et on suppose que les otages sont là. Et donc, en parallèle avec l'élimination des chefs et des hommes armés du Hamas, également retrouver les otages et les libérer. Vous avez espoir de retrouver vivants certaines de ces otages? Il y a des enfants, je le disais, des bébés de 9 mois. Certes, oui. Et on ne peut pas se permettre autrement. Et donc, on a bien sûr l'espoir. Et je pense que le Hamas lui-même veut les garder vivants parce qu'ils ont plus de valeur, si on peut dire. S'ils sont en vie. Exactement. Oui. Dieu merci. Effectivement, il y a cette question des otages qui est lancinante et il y a toute la question militaire et les dommages collatéraux qui se déroulent actuellement du côté palestinien. Alors, quelle est la question? Avec effectivement des victimes collatérales, des victimes civiles palestiniennes. Oui, alors écoutez, Israël a fait et continue de faire tout ce qui est possible pour évacuer les populations. Et maintenant, on voit qu'il quitte, enfin, et maintenant il ose. C'était tenu par le Hamas. Maintenant, le Hamas, si je comprends bien, il est rentré dans les souterrains. Ils ont beaucoup moins de contrôle de la population. Et donc, des milliers ont évacué. Et d'ailleurs, l'armée israélienne maintenant contrôle tout ce qu'on appelle le corridor humanitaire pour quitter la ville de Gaza vers le sud, parce que voilà, la ville est encerclée. Donc, il y a de moins en moins en fait de dégâts collatéraux, et on continuera à faire toujours des opérations précises et bien ciblées sur les cibles militaires et éviter les pertes humaines. Bien sûr, et certains des chefs du Hamas ne se trouvent pas dans la bande de Gaza. Vous le savez pertinemment, ils sont dans d'autres pays. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des opérations qui sont envisagées pour l'armée d'Israël à l'étranger? Écoutez, ça fait partie du combat global contre le terrorisme. C'est comment traiter tous ceux qui sont hors de la bande de Gaza, qui sont dans des hôtels 5 étoiles au Qatar ou en Turquie ou dans des autres lieux, qui sont là-bas protégés. Là, il y a vraiment un rôle de la communauté internationale de renforcer la coopération pour, premièrement, mettre main sur ces gens et également sur tous les financements du terrorisme. Donc ça, c'est très important et ce sera, la phase suivante de la lutte sur le terrain. Une dernière question concernant cette grande marche contre l'antisémitisme qui sera organisée dimanche à Paris. Le Rassemblement national a déjà dit qu'il y participerait. La France insoumise réserve sa réponse pour l'instant pour sa participation à cette marche. Vous souhaitez que toutes les forces politiques soient présentes ce dimanche? Oui, parce que je pense qu'il s'agit de toutes des valeurs républicaines de la France et il n'y a aucune raison qu'un parti qui se considère démocratique et qui adhère aux valeurs républicaines ne fait pas partie de cela. Je crois que c'est au-delà de la politique, en fait. C'est une question de discernement moral. Louis de Ragnel, on verra effectivement si certains partis politiques déclinent l'invitation à aller manifester contre l'antisémitisme. En fait, ce qui est terrible s'agissant de la France insoumise, elle s'est mise elle-même dans une situation impossible. C'est-à-dire que je vois mal des parlementaires, la France insoumise, qui, par exemple, ont expliqué que le Hamas était une association, une organisation de résistance, venir soudainement à cette manifestation. Clairement, ils n'ont pas leur place et je pense que tous les manifestants qui seront là ne les accueilleront pas et ils seront très très mal reçus. Deuxièmement, pour les autres, le problème, c'est qu'ils n'ont pas quitté la France insoumise. Mais je pense que même l'onde de choc va même contaminer même des socialistes qui n'ont rien d'antisémite, mais qui n'ont jamais voulu quitter la NUPES. Et je trouve qu'il y a une situation qui est totalement hypocrite et qui doit être réglée. Est-ce que, par exemple, le Parti socialiste reste au sein de la NUPES, compte tenu des propos de Jean-Luc Mélenchon, compte tenu des propos de Daniel Obono? Objectivement, ça concernerait n'importe quel autre parti. Le sujet aurait été réglé en 1 heure, même pas en 10 minutes. Mais là, il s'agit des partis de gauche. Et donc, il y a cette ambiguïté qui est pas... Enfin, à la limite, si c'était juste du jeu politique, ce ne serait pas très grave, mais qui est insupportable à la fois pour les Français juifs et puis pour tous les Français qui sont profondément choqués, qui sont blessés et qui se disent que en fait, ces élus-là sont des traîtres, n'ont pas d'humanité, n'ont pas de cœur et ne mesurent pas ce qu'ils sont en train de faire. Allez, une petite pause. Merci beaucoup à Raphaël Morave d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Une petite pause. On se retrouve avec Gilles Kepel qui sera notre invité, prophète en son pays. C'est son dernier livre et on parlera du djihadisme d'atmosphère. À tout de suite.